Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de la série En Mouvement. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la formation des professionnels en philanthropie avec Claude Lestage, qui est le co-responsable de la certification collégiale en gestion philanthropique et impact social offerte par les cégeps Garneau et Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Caroline, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Travailler en philanthropie, que ce soit dans le secteur communautaire, dans un OBNL ou dans une fondation, implique évidemment d'être engagé pour le bien commun. C'est d'ailleurs l'image qui ressort assez fréquemment dans le public moins connaisseur du secteur et de ses actions. L'engagement est certes fondamental, mais c'est loin d'être suffisant. Les personnes qui travaillent dans ces organismes doivent acquérir de nombreuses compétences, qu'il s'agisse de collecter des fonds, de maîtriser le cadre réglementaire ou de gérer les bénévoles. En fait, ce sont de véritables professionnels qui doivent être formés aux spécificités de leur domaine de travail. Alors, pourquoi une formation collégiale en philanthropie? Qui sont les publics cibles, les étudiants visés? Quels sont les domaines abordés dans cette formation? Quelles sont les évolutions et les perspectives en philanthropie qui influenceront le travail des employés dans le secteur philanthropique? Nous aborderons tous ces sujets avec notre invité du jour. Claude, avant qu'on commence notre échange, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Claude Lestage. J'ai débuté en philanthropie au milieu des années 90, donc je trahis mon âge présentement. Et écoute, j'accompagne des organisations partout au Québec, au Canada francophone, donc des organisations francophones en situation minoritaire. Et j'ai le privilège aussi d'accompagner, l'an dernier, j'ai été invité, entre autres en Afrique. Ça a été une expérience incroyable, on pourra en reparler. Donc, j'accompagne des organisations dans tout ce qui est développement philanthropique, donc Philanthropie 360. Création d'organismes de bienfaisance, mise en place de campagnes annuelles, campagnes majeures de financement de 500 000 à 100 millions, programme de dons planifiés. Je travaille beaucoup avec les entreprises aussi au niveau de la responsabilité sociale d'entreprise. Je donne certaines conférences. Donc, grosso modo, là, je m'amuse dans le terreau qu'est la philanthropie. Qu'est-ce qui t'a amené à créer la formation collégiale? C'est une très bonne question. Effectivement, j'étais avec un client, la fondation du cégep Garneau. À l'époque, Caroline Boulay, qui était la directrice générale de la fondation, était également directrice de la formation continue. Donc, plus l'accompagnement avançait, plus elle était intéressée par la philanthropie, les subtilités. Puis elle me demandait, écoute, est-ce qu'il y a des cours qui se donnent en philanthropie? Donc oui, à l'Université de Montréal, il y a certains modules qui se donnent au niveau de la formation continue, mais de cours en tant que tel, de structurer, je dis, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a des initiatives. L'AFP, qui donne son ABC de la philanthropie, l'ACPDP, l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés, qui annuellement vont donner les fondamentales du don planifié. Mais quelque chose de structuré, non? Donc, il y a un véhicule que le ministère de l'Éducation du Québec a créé, qui sont les certifications collégiales. Donc, on m'a demandé de créer quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai créé la certification collégiale. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été chercher Isabelle Prudhomme, qui m'a donc secondé. Donc, on a co-créé ensemble le contenu. On a été chercher divers enseignants, enseignantes pour donner un contenu qui est quand même assez complet au niveau de la philanthropie. Donc, c'est le manque de formation puis un besoin qui était identifié par le secteur, j'imagine, qui a fait en sorte que vous avez mis de l'avant cette formation? Oui, tout à fait. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que l'instinct du don, c'est universel.
Hein, l'instinct du don, que ce soit dans les époques, dans les cultures, c'est vraiment universel. Tout le monde veut donner, tout le monde, mais comment structurer ça? Comment nourrir ça, faire grandir ça? Là, ça devient un travail. Donc, de là, l'importance d'avoir une formation structurée parce que la profession se professionnalise. Donc, pour plusieurs raisons, c'était vraiment une nécessité. Puis on le voit, là, Caroline, avec... là, on est présentement, au moment de tourner, on est à la 3e cohorte. Et déjà, les cohortes 4e cohorte et la 5e cohorte sont pleines. Donc c'est synonyme qu'il y avait un besoin assez marquant dans le secteur. Il y a vraiment un besoin qui est là. On parle de la formation collégiale. Quel type de formation? Comment ça fonctionne? Qui s'inscrit? Est-ce que c'est des grosses cohortes? Est-ce qu'on doit se déplacer pour suivre les formations? Est-ce que c'est accessible à tout le monde au Québec? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est une formation qui se donne par Teams, mais qui est en direct. Donc, ce n'est pas des modules qui sont préenregistrés. Il faut être présent. Présentement, le modèle, c'est qu'il y a un cours en soirée de 18h à 21h le mardi et en après-midi de 13h à 16h le vendredi. La prochaine cohorte, ça va être un 3 heures par semaine. Il y a une autre cohorte qui va suivre, que c'est un 6 heures par semaine, mais avec des heures différentes. On va avoir également une cohorte qui va être dédiée au secteur communautaire. Donc, les personnes qui constituent la cohorte d'à peu près 18 personnes. On ne veut pas aller trop haut pour garder quand même l'aspect humain. Excellent, oui. L'aspect humain, puis ça permet aux étudiantes et aux étudiants d'échanger entre eux, d'avoir une synergie donc avec les enseignantes et enseignants. Donc, pour nous, c'est important là, d'avoir une expérience complète au niveau de l'enseignement parce que, comme on est par Teams, ça peut être long et lourd parfois. Donc, chaque module, chaque professeur a sa façon de faire, oui, mais il y a quand même un modèle. Donc, il y a de l'information qui va de nous vers les étudiantes et étudiants, de eux vers nous et entre eux avec les exercices. Donc, c'est une formation qui s'adapte, c'est une formation qui se module selon les inscrits. Combien d'heures ça dure, cette formation-là? Formation, certification collégiale de 75 heures. C'est 10 modules. Et ce qui est plaisant, c'est que depuis le début, comme je le mentionnais, on est à notre 3e cohorte, mais le contenu ne cesse d'être bonifié. Si on parle, puis on parlera peut-être plus en détail tantôt là, au niveau du contenu en tant que tel, mais juste le module d'intelligence artificielle, ce qui a été enseigné à la cohorte 1 et ce qui a été enseigné à la cohorte 3, oui, il y a des choses qui demeurent, mais ça évolue tellement rapidement, puis on ne peut pas faire fi de ça parce que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente et de plus en plus acceptée. Donc, c'est vraiment une formation qui est en constante évolution. Comme je le mentionnais, plusieurs aspects sont traités, différents enseignants, donc ça devient pertinent. Et on y va inviter des personnes aussi à travers nos cours, présidents de campagne, donc des personnes qui ont fait 1, 2, 3 campagnes majeures. On a eu un panel de 3 fondations privées qui sont venues nous parler, des présentations de CRM qui viennent juste pour pas vendre leurs produits ou leurs services, mais c'est quoi la différence, l'importance d'eux. Donc, c'est vraiment une plus-value pour les personnes qui suivent cette formation-là. Là. Donc, dans le cadre de cette formation, les gens apprennent du contenu, ont des nouvelles connaissances, mais aussi de l'inspiration, j'imagine, par les conférences. Exactement. Parce que au-delà du contenu, parce que oui, il y a un transfert d'expertise, mais le meilleur exemple, c'est hier, justement, on recevait Jacques Lorrain, qui a été président de 2 campagnes au Cégep Sainte-Foy, et on a fait également ensemble le Centre national cyclisme de Bromont en campagne de 22-25 millions. Et avant son arrivée, le cours d'avant et la demi-heure, j'expliquais un petit peu c'est quoi le cabinet de campagne, comment ça fonctionne, mais quand Jacques est arrivé et qui a expliqué son expérience, son vécu, après qu'on l'ait remercié, qu'il ait quitté, qu'il a fait un excellent travail, une des premières réactions d'Hélène, ça a été
Mon Dieu, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Puis effectivement, c'est comme ça humanise un peu la théorie. C'est un transfert de connaissances puis de savoir qui est complètement différent, mais un bagage que mais un bagage que les étudiants prennent puis peuvent retransférer dans leur milieu de travail. Oui, effectivement. Puis, à un moment donné, parce qu'on en parlait tantôt, Caroline, il y a une tendance, hein, comme on le disait, la profession se professionnalise. Donc, tu as des personnes qui viennent du milieu du privé, qui viennent en philanthropie, ça fait peur, la philanthropie, c'est un grand mot. Puis, certains peuvent des fois se gargariser avec la philanthropie et rendre ça justement plus compliqué que ça l'est déjà. Donc, de voir l'aspect humain derrière ça, de voir que c'est réalisable, que oui, il y a une théorie, mais en pratique aussi, ça fonctionne. Donc, effectivement, c'est très... comment je pourrais dire ça, là? C'est très plaisant, puis c'est très concret pour les personnes, les étudiantes et étudiants. D'ailleurs, c'est qui les étudiants? C'est qui le public cible de cette formation-là? Qui s'inscrit à une formation en philanthropie au collégial? C'est vraiment plaisant parce que, surtout par Teams. Donc, au niveau géographique, on a des gens de partout, principalement du Québec. Mais on a des gens qui sont venus de Toronto, qui sont venus de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick. Il y a des gens, justement, d'Afrique qui... ça, avec le décalage, c'est assez... c'est courageux. Ça demande vraiment... un effort supplémentaire, oui, assurément. Tout à fait. Donc, au niveau de la géographie, c'est ça. Au niveau de la démographie, je te dirais, Caroline, qu'on a des gens qui débutent, on a des gens qui sont seniors, mais pas nécessairement seniors en philanthropie, qui vont arriver soit du milieu du privé. Une nouvelle carrière qui débute avec la philanthropie. Tout à fait. On a des gens qui ont des postes XY, mais qui voudraient aller soit en dons planifiés, soit se spécialiser en campagne annuelle. Donc, en faisant le tour vraiment des modules, tu as vraiment un 360. Là. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, c'est des personnes de tous âges, c'est des personnes qui sont en philanthropie présentement, des personnes qui voudraient aller en philanthropie, des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, il y a vraiment, parce que c'est très accessible, là, les coûts, c'est très accessible. Donc, c'est vraiment plaisant parce que ça crée une synergie bien le fun aussi à travers les groupes. Les gens se respectent. Quand ça s'en va en sous-groupe, ça partage. Donc, c'est ça. C'est vraiment... On crée une synergie. Dès le cours 1, dès le premier cours, on essaie d'instaurer ça, justement, parce que les gens sont un peu... OK, moi, je suis directrice ou directeur général d'une fondation avec un actif de 50, 60, 80, 100 millions versus quelqu'un qui est une œuvre de bienfaisance qui a de la difficulté à aller chercher 30 000 par année dans son milieu. Fait que c'est vraiment... mais tout le monde arrive à... Tout le monde amène un bagage, puis amène des conseils ou des histoires qui peuvent aider les étudiants, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis c'est là que nous, comme enseignants, pas qu'on ait un prétexte, parce qu'on a quand même un vécu, on a du contenu, mais c'est vraiment aussi d'alimenter ces conversations-là. Et souvent, il y a des gens qui vont venir, puis que ça va confirmer certaines choses. Parce que ce qu'on s'aperçoit, puis t'es la première à le voir, c'est que souvent les gens sont laissés seuls à eux autres mêmes. Tu sais, t'as 16-17 000 organisations de bienfaisance enregistrées au Québec, je ne parle même pas des OBNL, et les personnes qui travaillent dans ces milieux-là sont laissées seules à eux autres mêmes. Ils ont beaucoup de pression du conseil d'administration pour aller chercher de l'argent. Et, OK, est-ce que je fais ça comme il faut? Est-ce que telle façon de faire, c'est ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a moyen de faire plus, mais mieux, avec moins de ressources aussi? Ça fait partie des défis qui sont relevés souvent par des petites organisations, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, de confirmer certaines pratiques ou de te faire réaligner par un confrère, une consoeur, ou bien par un enseignant, enseignante, c'est là que tu ressors de là, puis les commentaires qu'on a sont très bons jusqu'à présent, là, parce qu'effectivement, il y a au-delà du côté pratique, de confirmer des choses, il y a quand même aussi un certain réseautage qui se fait à travers les cours. Si vous aviez à convaincre un étudiant de s'inscrire à la formation, quel serait le bénéfice
d'être certifié et de travailler en philanthropie? Bien, que ce soit la formation en gestion et développement philanthropique dont on parle depuis tantôt, ou la formation à l'Université de Montréal, ou la formation de la CPDP, de l'AFP, peu importe la formation, bien, ça va rehausser ta crédibilité professionnelle auprès de ton conseil d'administration. Ça va te donner des éléments de compétences. Ça va te donner des balises de connaissances de base en développement philanthropique, oui. Ça va t'ouvrir des portes à des postes stratégiques aussi, en certaines spécialisations, comme je le mentionnais. J'ai vu des étudiantes et étudiants qui ont fait notre certification et qui maintenant, je suis en lien avec eux autres, qui me disent « Ah, je suis allé à l'Université de Montréal pour tel cours. » Donc, c'est excellent. Ou je vais aller suivre le cours de la CPDP pour les dons planifiés. Ça peut être un tremplin vers une autre formation aussi. Oui, tout à fait, parce que tout ce qui est formation, c'est essentiel au niveau du développement philanthropique, parce que les connaissances ne cessent d'augmenter. Puis il faut effectivement travailler cet aspect-là au niveau des gestionnaires d'organisation. On a même on l'a vu, puis on était très fiers de ça, une offre d'emploi. Et dans l'offre d'emploi, c'était indiqué que c'était un plus s'il avait suivi la certification collégiale en gestion philanthropique et impact social. Donc, déjà, on voit que, encore une fois... Ça devient un réflexe. Oui, et on le souhaite, mais encore une fois, que ce soit celle-ci au Cégep Garneau ou au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ou l'Université de Montréal, peu importe, là, mais oui, effectivement. Là. On a parlé beaucoup de la formation qui s'y inscrit, comment ça fonctionne, mais quel est le contenu de cette formation-là? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un portrait des sujets qui sont abordés ou des domaines d'activité qui sont abordés lors de cette formation-là? Oui, on a, comme je le mentionnais, ces 10 modules. Donc, il y a vraiment l'introduction à la philanthropie où on va parler de l'histoire de la philanthropie, l'histoire de la philanthropie francophone en Amérique. Donc, on part avec ça. Vraiment, là, on se donne une base commune à tout le monde. Donc, vraiment, l'histoire de la philanthropie. Ensuite de ça, on va parler de philanthropie d'entreprise, la responsabilité sociale d'entreprise. À partir de ces modules-là, on fait venir... Des entrepreneurs. Oui, entrepreneurs, des entreprises qui ont vu la différence aussi d'appliquer ou non la RSE, responsabilité sociale d'entreprise, la gouvernance. On a un 12 heures de gouvernance et ressources humaines. Les gestions des OBNL, donc le cadre juridique. On a une spécialiste, Maude Caron-Morin, qui est reconnue là, au Québec là, pour ses compétences, qui est avec nous. Donc, la gestion des OBNL, donc dons majeurs, dons planifiés. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je dois t'avouer, Caroline, que le premier cohorte, c'est moi qui ai monté le cours. J'ai donné le cours d'intelligence artificielle. J'étais un passionné de ça. Mais dès la cohorte 2, j'ai dit « Oh, non, ça évolue trop rapidement. » Ce qui fait que c'est Jeffrey, quelqu'un qui travaille en intelligence artificielle, qui donne ça. Donc, on s'assure d'aller chercher les bonnes personnes pour donner les bonnes matières. Donc, intelligence artificielle, communication, technologie, philanthropie, événements bénéfices, campagne majeure de financement, et on termine avec l'approche aux donateurs. Donc, on couvre, comme tu vois, là, vraiment 360 au niveau de la philanthropie. Certains ajustements au niveau du contenu, comme je le mentionnais tantôt, ont toujours lieu parce qu'on veut on veut s'assurer vraiment là, de la qualité du contenu. Vous êtes combien de formateurs au total pour chaque formation? Oui, pour chaque module, on va être 1, 2 ou 3, tout dépendant des modules. Plusieurs invités dans des modules, comme je le mentionnais, mais au total, on est 1, 2. On est, pour les 10 modules, on est à peu près 8 formateurs. OK. Quand même, donc, ça amène une diversification aussi, puis une diversité d'apprentissage. C'est ce qu'on souhaite. Parce que j'ai pas la prétention de tout connaître. Tu comprends? Je connais beaucoup de choses, puis c'est super le fun, mais j'apprends tellement tous les jours. Là. Donc, d'aller chercher les bonnes personnes, de savoir te tasser pour dire non, c'est pas moi le meilleur là-dessus. Je peux venir faire un tour, là, mais donc c'est vraiment plaisant. Puis,
je me mets toujours à la place des étudiantes, des étudiants qui sont c'est quelque chose, là, 3 heures de temps. Il faut s'assurer que ça soit pertinent. Donc, en changeant... Susciter l'intérêt aussi pendant 3 heures de temps. Là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, d'avoir une certaine diversité au niveau des enseignantes, des enseignants, pour moi, c'était essentiel. Là, tu sais. Fait qu'on a des enseignantes, enseignants qui sont professionnels, qui travaillent dans le milieu ou qui sont en lien avec le milieu. Donc, c'est vraiment... Et c'est tous des passionnés. Vraiment, ça, c'était la cause numéro 1. Donc, Claude, tu as abordé brièvement l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment on qualifie l'intelligence artificielle dans le secteur philanthropique présentement? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une épreuve à surmonter? Est-ce que c'est un allié de la philanthropie? Comment tu qualifierais l'intelligence artificielle? C'est une très bonne question, puis c'est parce que j'ai la nette impression et l'intime conviction, Caroline, qu'en 93, à l'avenue d'Internet, c'était à peu près les mêmes questions. Et pour répondre, pour moi, c'est un allié. Mais c'est comme n'importe quoi. Il ne faut pas faire d'abus, puis il faut bien l'utiliser. À la cohorte 1, entre autres, quand j'enseignais l'intelligence artificielle, au début, on fait un exercice, puis je demande aux gens, écoute, ça m'en tient à peine 1 an de ça, là. Puis, est-ce que vous utilisez ChatGPT? Caroline, je te dirais que 80% des personnes disaient « Oh non, 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 non. Moi, non. Oh, je veux rien savoir de ça. C'est non, c'est dangereux. » Puis à la fin de l'exercice, à la fin du module, les gens voyaient l'utilité. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, ça ne va jamais remplacer l'intelligence émotionnelle. Jamais. Une fois qu'on a dit ça, c'est comme si, on parlait tantôt des gens qui sont laissés seuls à eux-mêmes, souvent. Bien là, à ce moment-là, tu as une assistante ou un assistant avec toi. Il faut savoir l'utiliser. Au niveau de la gestion des données, de l'analyse, ça peut emmener l'organisation plus loin, plus rapidement. Au niveau de l'analyse de ta base de données. Donc, c'est pour ça que, pour moi, l'intelligence artificielle, oui, il faut faire attention, comme il faut faire attention à n'importe quoi. Mais si on regarde le côté positif, pour moi, j'ai la nette impression que ça va faire avancer certaines organisations. Fait que oui, il faut l'utiliser. Ça va devenir un allié, mais je suis le premier à dire qu'il faut faire attention. Puis, il n'y a rien qui va remplacer le contact humain avec un donateur, avec un partenaire, avec un bénévole. Il n'y a rien qui va... Mais en amont de ça, pour les recherches, bien entendu, toujours contre-vérifier les recherches, mais il n'y a rien qui va remplacer l'intelligence émotionnelle. Non, ça peut être vu comme un gain de temps ou, comme vous disiez, j'aime bien, comme tu disais, oui. J'aime bien l'idée de l'assistant. Oui. En terminant, Claude, j'aimerais qu'on parle un peu de l'évolution et les perspectives en philanthropie. Là. On entend que le monde change, la philanthropie aussi change. Quels sont les défis que tu vois là, dans un horizon court et long terme, là, quand on parle de la générosité des gens, quand on parle des lois qui sont à venir, on a parlé de l'intelligence artificielle, mais quels sont les défis et les perspectives pour la philanthropie, là, autant de ton regard de formateur, mais ton regard aussi avec l'expérience du secteur? Là. Je n'ai pas la prétention d'avoir une boule de cristal et de dire c'est ça qui s'en vient puis ça va être ça. Vraiment pas, loin de là. Mais il y a des choses qui ne mentent pas. Tu sais, au Québec et dans la francophonie en situation minoritaire au Canada, les organisations, le défi est double. Il faut que tu fasses la promotion de ton organisation et l'éducation de la population à la philanthropie. Donc, pour moi, ce fossé-là va se rétrécir parce qu'on le voit de plus en plus avec, entre autres, l'Institut Mallet, avec que ce soit l'Université de Montréal, Cégep Garneau, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, la CPDP, donc toutes les formations qu'il y a, la professionnalisation de la profession et donc la professionnalisation des membres des conseils d'administration. On voit que ce fossé-là d'éducation se rétrécit. Puis d'ailleurs, on en parlait tout juste avant d'enregistrer l'émission. Les dernières statistiques d'individus des dons au Canada sont sorties très récemment et on voit qu'au Québec, depuis 2019 jusqu'à 2023, c'est une augmentation de 40 % des dons d'individus. C'est la première fois, là, on frappe le 1,4 milliard de dollars de dons d'individus. Donc, il y a comme tendance positive, si on veut. Pour moi, là, l'éducation fait en sorte que le fossé entre l'éducation et la promotion va se rétrécir.
C'est sûr que il y a tout le défi, mais c'est pas un défi, c'est pas négatif, ce que je dis, au niveau des générations Z et Y qui recherchent, comme de plus en plus les donateurs, l'impact de leurs dons. Donc ça, pour moi, c'est vraiment là où les organisations doivent aller, de démontrer l'impact du don de Claude, de Caroline. Je vais faire quoi concrètement avec le besoin de transparence, bien entendu, et d'expérience significative. Donc, les générations Y, les générations Z veulent avoir une expérience à travers... en faisant leurs dons. En faisant leurs dons, avec une expérience émotionnelle aussi, là, tu sais, vrai. Donc, il y a ça. Vraisemblablement, puis ça, je le vois de plus en plus, la croissance au niveau des dons de type planifié. Et donc, il y a tous les programmes de dons planifiés. Ça peut paraître un peu ésotérique pour certains, mais c'est simplement le don d'actifs. Tu sais, les dons planifiés, contrairement aux autres types de dons, c'est du don d'actifs, principalement du don testamentaire et de l'assurance-vie. Donc ça va augmenter parce que la culture philanthropique s'installe ou s'apprend à travers les années. Et voilà. Et le vieillissement de la population. Hein, c'est la première fois depuis que les statistiques existent que les 65 ans et plus dépassent en nombre les 15 ans et moins. Donc, il y a la situation qui est là. Bien entendu, l'évolution législative sur les politiques fiscales, les incitatifs aux dons, selon moi, on va en voir de plus en plus. Hein. Il y a Imagine Canada qui a des tables, qui a des concertations avec les gouvernements pour faire avancer ça. L'importance des valeurs de justice sociale dans les nouvelles tendances des dons. La RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, prend de plus en plus d'ampleur parce que, à deux, la philanthropie, c'est un facteur de rétention et d'attraction d'employés. Donc, les entreprises ont compris ça et vont mettre en place et mettre de plus en plus en place des politiques de responsabilité sociale d'entreprise. Donc, grosso modo, c'est ce que je pense qui va arriver. La rigueur, la transparence, l'authenticité qui est de plus en plus nécessaire. Mais ça a toujours été. C'est juste que avant, les gens donnaient de façon désintéressée. Tu sais, les gens se donnaient comme ça, tandis que là, vraiment, les gens, c'est des investisseurs sociaux. Ils veulent voir vraiment l'impact. Je reviens à ça. La transformation qu'ils peuvent faire, le geste opposé à quoi ils mènent. Là. Et voilà, et on en parle de plus en plus, de la philanthropie transformationnelle. Et donc, c'est vraiment ça. Pour moi, là, les grandes tendances là, qui se dessinent, c'est vraiment ça. Donc, l'impact du don, l'intelligence artificielle, les dons planifiés et le défi va être aussi parce qu'on voit qu'il y a moins de donateurs, mais les donateurs donnent plus. Donc, pour les organisations, un des défis va être également l'acquisition de nouveaux donateurs, mais aussi la rétention de ceux qui y sont là. Bien, votre boule de cristal me semble très, très juste. Merci, Claude, d'avoir mis en lumière cette formation qui peut être essentielle dans le secteur philanthropique. Et vous, à la maison, je vous remercie de votre écoute et nous nous disons à la prochaine pour une discussion éclairante sur l'évolution de la philanthropie d'ici.